Quand je luttais contre le cancer, ma femme s'est lassée et m'a quitté. Elle est partie avec son nouvel amant sous mes yeux, me laissant seul avec la maladie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assis sur le canapé, fixant le mur pendant des heures, me demandant si la mort serait plus simple que ce que je vivais. Mais je n'ai pas seulement guéri. J'ai su m'élever plus haut que jamais. Elle n'avait aucune idée de ce que j'étais devenu. Plus tard, nous nous sommes revus. Ce que je lui ai dit l'a laissé sans voix. Mais remontons au début de l'histoire. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelqu'un et de penser, impossible qu'elle s'intéresse à un gars comme moi? C'est ce que j'ai ressenti en voyant la photo de profil d'Élodie. Elle était assise dans un bar en rooftop avec, derrière elle, les lumières scintillantes de Lyon. Ses cheveux bruns captaient la lumière à la perfection, et elle arborait ce demi-sourire confiant que portent les femmes quand elles savent que tous les regards sont sur elles. Et puis, il y avait moi. À l'époque, je bossais sur des chantiers près de Grenoble. Réveil à 5h30, chaussures de sécurité aux pieds à 6h, de la boue sur mon jean avant même que le soleil ne soit levé. Mon téléphone était vieux, ma camionnette encore plus, et pour moi, une soirée réussie, c'était aller manger des moules frites avec les collègues dans un bistrot près de la gare. Bref, je ne pensais pas avoir la moindre chance. Sur le papier, je n'avais rien pour plaire, mais j'ai toujours eu un humour un peu pince sans rire. Alors, je me suis dit, tant pis, je tente. Je lui ai envoyé un message. Je n'attendais pas de réponse. Elle m'a répondu le soir même. Notre première conversation a duré des heures. Elle m'a parlé de son boulot, elle travaillait dans un cabinet de design à Lyon, gérant des clients et coordonnant des projets. Elle aimait l'ambiance créative, mais détestait les égos. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, j'ai été honnête, boulot manuel, longue journée, rien de glamour. Je pensais qu'elle perdrait tout intérêt, mais elle m'a dit, ce genre de travail, c'est honnête. Tu dois dormir comme un bébé après tout cet effort. On s'est rencontrés 2 semaines plus tard dans un café qu'elle avait choisi. J'avais mis mon meilleur jean et une chemise sans trop. Elle, on aurait dit une cover girl. Elle était encore plus belle en vrai, et ça m'a rendu nerveux comme pas possible. Mais le plus étrange? Elle ne m'a pas traité comme un gars qui n'avait rien à faire à sa table. Elle posait des questions, riait à mes histoires, écoutait vraiment. On a commencé à se voir régulièrement. Au début, c'était comme 2 mondes qui essayaient de se rencontrer sans tout casser. Elle m'emmenait à des vernissages, moi à des fêtes de village. Elle portait des talons, moi des chaussures de chantier. Mais, bizarrement, ça fonctionnait. Personne ne m'avait jamais regardé comme elle, comme si j'étais fiable, solide, plus qu'un mec avec de la terre sous les ongles. Après quelques mois, on parlait déjà d'avenir. Elle rêvait d'une maison à la campagne, avec une terrasse et un grand jardin. J'aimais cette idée. J'aimais l'idée de nous. Au bout de 6 mois, je l'ai présentée à mes parents. Ma mère l'adorait, répétant que j'avais de la chance. Mon père, pas facile à impressionner, m'a dit plus tard, elle a de la classe, Thomas. Ne gâche pas tout. J'ai pris ça au sérieux. C'est là que j'ai su. 3 semaines plus tard, je l'ai demandé en mariage. Rien de sophistiqué, je ne suis pas du genre à planifier. Dans notre bistrot habituel, j'ai glissé la bague sur la table avec ses crêpes et j'ai dit, épouse-moi, tu veux? Elle a dit oui, les yeux pleins de larmes. On s'est mariés l'automne suivant. Une petite cérémonie, juste la famille et les proches. Elle était magnifique dans sa robe blanche, sous le grand chêne derrière la maison de mes parents. Pendant les vœux, elle me serrait la main, comme si elle s'accrochait à un avenir qu'on était les seuls à voir. Les gens me demandaient comment un gars comme moi avait pu finir avec une femme comme elle. Je n'avais pas de réponse, sinon qu'elle voyait peut-être en moi quelque chose que personne d'autre n'avait vu. C'est ce que je croyais, à l'époque. Je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre. J'avais tort. On était mariés depuis 1 an et demi quand j'ai commencé à me sentir mal. Au début, c'était des petites choses. Essoufflé en montant un escalier. Perte de poids alors que je mangeais comme d'habitude. Des douleurs bizarres là où j'étais censé être costaud. J'ai mis ça sur le compte du boulot, longues heures sur le chantier, mauvais temps, peut-être juste l'âge. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Un matin, en chargeant des plaques de plâtre dans la camionnette, j'ai failli m'évanouir. J'ai dû m'asseoir sur le trottoir, les mains tremblantes, la vue brouillée. Mon chef m'a dit d'aller voir un médecin.
J'y suis allé. Des analyses de sang ont conduit à des scanners, puis à d'autres tests. Une semaine plus tard, j'étais face à un médecin en blouse blanche qui n'y est pas allé par 4 chemins. Cancer, stade 3. Tout ce qui a suivi était comme un bourdonnement. Je hochais la tête comme si je comprenais, mais mon cerveau était bloqué sur ces 3 mots. Stade 3. Cancer. Je suis sorti du cabinet avec une pile de papier et une ordonnance pour un oncologue. Je suis resté dans ma camionnette plus d'1 heure avant de démarrer. Je n'ai pas dit à Elodie tout de suite. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de quelques jours pour encaisser. Quand je me suis enfin décidé, elle était à la table de la cuisine, sur son ordinateur, à bosser sur un projet. Je tenais le dossier, les mains moites, et j'ai juste lâché la nouvelle. Elle s'est figée. M'a fixé longtemps, comme si je venais de lui avouer un casse. Puis elle a cligné des yeux, s'est levée, m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'on s'en sortirait. Qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Et au début, elle l'était. Les rendez-vous ont commencé. Biopsie, prise de sang, consultation avec des spécialistes. Mon boulot m'a mis en arrêt après que je me suis effondré en coulant du béton. Ça faisait mal. Pas juste la douleur physique, mais me sentir inutile. Je n'avais jamais été du genre à rester assis, mais là, c'était tout ce que je pouvais faire. La chimio a démarré. Là, tout a vraiment changé. Si vous ne l'avez jamais vécu, imaginez votre corps en guerre contre lui-même. Vous perdez votre force, votre fierté, parfois même votre tête. Elodie m'a accompagné aux 2 premières séances. Après ça, elle a arrêté. Elle disait qu'elle avait des réunions. Des urgences au boulot. Un nouveau client. Je comprenais. Elle avait une carrière, et je ne voulais pas que sa vie s'arrête juste parce que la mienne semblait à l'arrêt. Mais elle devenait distante, autrement. Elle était toujours fatiguée. Toujours, juste rentrée. Elle gardait son téléphone plus près. Avant, il sonnait à fond, maintenant, il était toujours en silencieux. Avant, elle le laissait charger sur le plan de travail. Maintenant, il était face contre la table de nuit, toujours verrouillé. J'ai remarqué d'autres choses. Son parfum avait changé. Plus fort, comme pour masquer quelque chose. Ses cheveux étaient plus souvent coiffés, même quand elle disait être débordée. Elle souriait à son téléphone. Parfois, je la surprenais à envoyer des messages en riant, puis elle prétendait que c'était juste un mème ou un truc envoyé par un collègue. Une nuit, elle est rentrée tard, très tard. Elle a dit qu'ils avaient dû faire des heures sup à cause d'un client qui avait avancé une deadline. Elle était différente. Du rouge à lèvres frais. Des boucles d'oreilles que je n'avais pas vues depuis des mois. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas y croire. Pas à ce moment-là. Mon esprit était déjà sens dessus dessous entre les traitements, les médocs, l'épuisement. Je me disais que j'étais parano. Qu'elle essayait juste de rester forte à sa façon. Qu'elle avait peut-être besoin d'espace pour gérer la pression de me voir m'effondrer. Je m'accrochais à cette idée comme à une bouée. Pendant ce temps, les factures s'accumulaient. L'assurance ne couvrait pas tout. On piochait dans nos économies plus vite que prévu. J'ai essayé de bosser à distance sur des petits projets, mais j'étais à bout. Certains jours, me lever du lit était comme gravir l'Everest. Elodie ne criait pas. Elle ne se plaignait pas. Mais il y avait cette froideur silencieuse entre nous. Elle préparait le dîner, mais on parlait à peine. Elle s'asseyait à l'autre bout du canapé, scrollant son téléphone jusqu'à l'heure du coucher. Si j'essayais de parler, elle hochait la tête, distraite. Une nuit, j'ai demandé si on allait bien. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a juste dit, « Tu traverses beaucoup de choses. Je ne veux pas ajouter à ton stress. » J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Je me disais qu'une fois que j'aurais vaincu cette saloperie, je réparerais tout. Qu'elle était juste dépassée, comme moi. Qu'elle avait besoin que je redevienne l'homme qu'elle avait épousé. Alors j'ai gardé la tête basse. J'ai encaissé le traitement suivant. Et le suivant. Perdu mes cheveux. Perdu du poids. Perdu ma force. Mais pas mon espoir. Pas encore. À ce moment-là, je croyais encore qu'on était ensemble dans cette épreuve. Je croyais encore qu'elle pensait ce qu'elle avait dit, je serai là, quoi qu'il arrive. C'était un mardi.
La journée s'étirait comme toujours à l'époque. Mes articulations me faisaient mal, ma tête cognait, et chaque fois que je me levais, c'était comme si la gravité s'acharnait contre moi. J'avais à peine mangé. Je n'avais même pas changé de sweat depuis 2 jours. Elodie avait dit qu'elle rentrerait vers 18h. On n'avait rien de prévu. À 19h30, j'étais toujours seul dans l'appartement, plongé dans le noir, sauf pour la lumière de la cuisine. Sa voiture n'était pas sur le parking. Je restais là, à écouter le bourdonnement du frigo, regardant l'horloge dépasser 20h. Pas de texto. Pas d'appel. Juste le silence. À 20h12 oui, je me souviens de l'heure exacte, j'ai entendu les clés dans la serrure. Elle est entrée comme si de rien n'était. Pas d'explication. Pas de sourire. Pas de « désolé, je suis en retard ». Elle a juste posé son sac près de la chaise et m'a fixé. J'étais à la table de la cuisine, emmitouflé dans une couverture, à moitié endormi. J'ai levé les yeux et j'ai dit « Tout va bien ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle me regardait comme si je n'étais plus quelqu'un qu'elle reconnaissait. Puis elle a lâché. « Je suis fatigué, Thomas. Je ne peux plus. On doit se séparer. J'ai quelqu'un d'autre. » Pas d'hésitation. Pas d'excuse. Comme ça. Comme si elle démissionnait d'un boulot qui ne lui plaisait plus. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Mon cerveau essayait de rattraper mes oreilles. Je l'ai fixée, attendant qu'elle rie, qu'elle pleure, ou qu'elle dise qu'elle ne pensait pas ça. Mais non. Elle avait les bras croisés. La bouche figée. Elle semblait même en colère. J'ai senti une brûlure lente dans ma poitrine, pas vraiment de la douleur, pas vraiment de la rage. Juste, de la stupeur. Alors je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, « Vas-y, alors. Va où tu veux. » Elle a cligné des yeux. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je supplie, que je crie, ou que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas la force pour les grandes scènes. J'étais malade. Fatigué. Vidé par des semaines de traitement et de peur. Et maintenant, ça. Elle n'a rien répondu. Elle s'est juste tournée et a commencé à faire ses valises. Je l'ai regardée depuis la table, toujours dans ma couverture, pendant qu'elle traversait l'appartement comme une étrangère. Elle est entrée dans la chambre, a ouvert les tiroirs, a jeté des affaires dans un sac. Pris des chaussures dans le placard. Arraché des vêtements des cintres si vite qu'ils tournaient et tombaient par terre. Elle n'a pas demandé d'aide. On aurait dit qu'on me cambriolait, et je ne pouvais pas lever le petit doigt pour l'arrêter. J'ai fini par demander, depuis combien de temps? Elle n'a pas arrêté de paquer. Ne m'a pas regardé. Elle a juste dit, un moment. C'est tout. Je n'ai pas demandé qui c'était. Je ne voulais pas savoir. Tout ce que je voyais, c'était elle entrant chez lui avec ce même regard fatigué, posant son sac, jouant la victime. 15 minutes plus tard, elle a fermé son sac et s'est tenue près de la porte. « T'es sûr ?» j'ai demandé. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle n'a même pas tressailli. Puis elle a ouvert la porte, et c'est là que j'ai vu la voiture noire garée devant. Une berline de luxe, dernier modèle, vitres teintées, jantes rutilantes. On aurait dit une voiture de showroom. Le moteur tournait déjà. Elle ne s'est pas retournée en descendant les escaliers. Elle a juste ouvert la portière côté passager, jeté son sac dedans et s'est glissée à l'intérieur. Je suis resté dans le silence après ça. Juste moi et le bourdonnement du frigo. L'appartement semblait trop grand, trop vide. Son parfum flottait encore dans le couloir. Son manteau n'était plus sur le porte-manteau. Le frigo contenait les courses que je lui avais demandé de faire la veille. Une bouteille de vin à moitié ouverte trônait sur le plan de travail. Son préféré. Je n'y ai pas touché. Je suis resté sur cette chaise longtemps. Finalement, je me suis levé, j'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis retourné dans la chambre. La moitié du placard était vide. Son côté du lit était intact. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé tout ça s'installer comme un manteau lourd que je ne pouvais pas enlever. Elle était partie. Comme ça. Et elle ne reviendrait pas. Les papiers du divorce sont arrivés dans une enveloppe Kraft 2 semaines après son départ.
Envoyé par un cabinet d'avocats à Lyon que je ne connaissais pas propre, tapé à la machine, formel. Pas de mots. Pas de lettres. Juste un jargon juridique froid. Elle n'a pas appelé. N'a pas demandé si j'allais bien. N'a même pas cherché à savoir où en était mon traitement. J'ai lu la première page, vu son nom complet imprimé, et je suis resté là, à fixer ça comme si c'était celui d'une inconnue. Ça ne semblait pas réel. Elle n'avait pas perdu de temps. Pas de séparation, pas de phase intermédiaire compliquée. Direct au but. Je n'ai pas lutté. Pourquoi faire? Je n'avais plus d'énergie. Mon corps menait déjà une guerre en moi, et la dernière chose que je voulais, c'était une autre bataille à l'extérieur. Alors j'ai signé. Comme ça. J'ai signé de ma main tremblante, remis les papiers dans l'enveloppe et posté le tout à l'adresse indiquée. Je n'ai même pas gardé de copie. Je n'ai pas consulté d'avocat. Je ne suis pas allé à l'audience non plus. Je me souviens avoir entouré la date sur mon calendrier. 17 mai. Mais quand le jour est arrivé, je n'y suis pas allé. Je ne voulais pas être dans une salle avec des inconnus à discuter de la fin de mon mariage comme si c'était un contrat commercial. Il n'y avait rien à partager. Pas d'enfant. Pas de maison. Juste deux vies prenant des directions opposées, la mienne pataugeant dans la boue, la sienne filant à toute vitesse dans une belle voiture noire. D'après ce que j'ai entendu par mon cousin, qui bossait près du centre-ville, elle avait emménagé avec lui. Un mec plus jeune, avec de l'argent. Dans la finance ou l'immobilier, un truc avec des montres chères et pas une callosité sur les mains. Il conduisait cette même voiture noire que j'avais vue la nuit où elle est partie. Elle m'a complètement rayé de sa vie. Comme si je n'avais jamais existé. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles et même pas les jours où elle savait que j'avais un traitement. C'était comme si j'étais une erreur qu'elle avait corrigée. Quelque chose qu'elle avait effacé de sa vie sans sourciller. L'opération est arrivée ensuite. Il disait qu'il fallait le faire. Les tumeurs n'avaient pas métastasé, mais la chimio n'avait pas tout éliminé. J'avais peur, mais je n'avais pas le temps d'avoir peur. Mes choix étaient simples, passer sur le billard ou laisser la maladie gagner. Alors j'ai signé d'autres papiers, différents cette fois. Je me souviens être allongé sur le lit d'hôpital, blouse trop large, fixant les dalles du plafond, pensant à la vitesse à laquelle tout avait changé. Je n'ai dit à personne que j'allais être opéré. Il n'y avait personne à prévenir. Je suis sorti de l'opération endolori, recousu, engourdi. La récupération a été lente. Très lente. Il y avait des nuits où je restais sur le canapé, en silence, à fixer le mur. Pas de bruit. Pas de mouvement. Juste le bourdonnement du frigo et le grincement occasionnel des tuyaux dans le vieil immeuble. Mon monde s'était réduit à 4 murs, un canapé, quelques couvertures et une télé que j'allumais à peine. Je me sentais oublié. Je me sentais jeté. Les médecins disaient que la récupération serait longue. Ils n'avaient pas tort. Chaque pas était 1 kilomètre. Chaque tâche demandait le double d'effort. Mais je me levais quand même. Jour après jour. Je marquais chaque jour comme des étapes sur une carte. Pas parce que j'allais bien, mais parce que j'étais encore là. Et ça, d'une certaine manière, ça devait compter pour quelque chose. La récupération m'a donné beaucoup de temps, trop, parfois. On ne peut regarder qu'un certain nombre de jeux télévisés et de rediffusions avant que le cerveau ne commence à démanger. J'avais besoin de quelque chose à faire, quelque chose qui ne demandait pas trop de force mais qui me donnait l'impression d'être utile. C'est là que j'ai commencé à explorer en ligne. J'avais toujours été correct avec la technologie, pas un génie, mais je me débrouillais. Un jour, je suis tombé sur un tuto sur le montage vidéo. Un truc de base, couper des clips, ajouter des titres, faire des fondus musicaux. Je me suis dit que ça ne coûtait rien d'essayer. J'ai téléchargé un logiciel gratuit et j'ai commencé à bidouiller. Ça m'a donné un point d'ancrage. Mes premiers projets étaient nuls. Montage saccadé, son pourri, titres qui claquaient comme des paroles de karaoké cheap. Mais j'ai continué. J'ai regardé des vidéos, lu des forums, appris de gens 2 fois plus jeunes qui parlaient 2 fois plus vite. Au bout de quelques mois, j'étais potable. Pas pro, loin de là, mais assez bon pour tenter des petits contrats. J'ai trouvé des sites où les gens postent toutes sortes de jobs, logos, jingles, vidéos. La plupart des jobs vidéo payaient des clopinettes. 10 € pour une bande-annonce.
20 pour un diaporama. Mais je m'en fichais. Ce n'était pas pour l'argent. J'avais juste besoin de sentir que je faisais quelque chose. J'ai monté des vidéos de mariage pour des inconnus que je ne rencontrerai jamais. Créé des montages d'anniversaire. Fait des visites immobilières avec une musique ringarde. Chaque job m'apprenait quelque chose. Un jour, j'ai reçu un message d'un mec nommé Quentin. Il disait qu'il aimait le style de montage d'un clip immobilier que j'avais posté et me demandait si je pouvais bosser sur une vidéo pour la salle de sport d'un ami et quelque chose de court, énergique, avec des coupes rapides. J'ai dit oui. Le footage était brut, mais j'ai sorti quelque chose de correct. Je lui ai envoyé. Il a adoré. On a échangé quelques messages, et j'ai découvert qu'il vivait à 2 quartiers de chez moi. Le monde est petit. Il m'a invité à prendre un café pour parler de projets futurs. On s'est retrouvés dans un petit café près d'un centre commercial. Il était un peu plus jeune que moi, habillé décontracté mais classe, comme ces gars qui portent un jean mais donnent l'impression d'aller quelque part d'important. Pas le genre costume-cravate, mais il avait l'air d'un mec avec un plan. Il m'a expliqué qu'il montait une petite agence de marketing, surtout pour des entreprises locales. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer tout le côté technique, montage, production vidéo, nettoyage audio. Il en avait marre de sous-traiter à des gens qui disparaissaient ou livraient du boulot bâclé. Je lui ai dit que je n'étais pas un monteur pro. Pas de diplôme, pas de certification, juste YouTube, des essais-erreurs et beaucoup de temps à m'améliorer. Il a juste souri et dit, tu te pointes, tu te donnes à fond, et ton travail est propre. C'est plus de la moitié du chemin. On a commencé petit. Quelques vidéos par semaine. Il trouvait les clients, je faisais le montage. Puis il a ajouté des graphismes. Des voix off. Des clips pour les réseaux sociaux. Avant que je m'en rende compte, je bossais à plein temps. Il payait correctement. Toujours à l'heure. Me traitait comme un partenaire, pas comme un outil. Un jour, après 6 mois, j'ai mentionné que j'avais une dernière série de chimio à payer et que l'assurance traînait des pieds. Je ne demandais rien, je me vidais juste le cœur. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de lui. Objet, c'est réglé. Le chèque est parti. Concentre-toi sur ta guérison. Je ne savais pas quoi dire. Personne n'avait fait un truc pareil pour moi depuis des années, pas depuis que mes parents étaient là. Il n'en a pas fait tout un plat, n'a rien demandé en retour. Après ça, je lui ai dit que j'étais à fond. On a enregistré l'entreprise comme une SARL, à parts égales. Il ramenait plus de clients, je peaufinais le travail. On a investi dans du meilleur matos. Créé un petit site web. Ça a commencé à décoller. 2 ans plus tard, on avait une vraie structure, des clients dans toute la région, quelques PME à l'ouest, même un client au Québec via le bouche à oreille. On a quitté nos appartes pour un bureau partagé au-dessus d'un magasin de bricolage. Pas luxueux, mais c'était à nous. J'étais en bonne santé. Mes cheveux repoussaient. J'avais repris du poids. Ma peau n'avait plus l'air d'un vieux parchemin. J'avais encore des cicatrices de l'opération, mais je les portais comme des médailles. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau un homme, pas juste un survivant, mais quelqu'un qui construisait quelque chose qui comptait. Quentin appelait ça un retour en force. Moi, j'appelais ça une vie, tout simplement. C'est étrange comme la vie fait des cercles quand on s'y attend le moins. 4 ans s'étaient écoulés depuis qu'Élodie était partie. Beaucoup de choses avaient changé. J'avais mon propre appart modeste, propre, rempli de choses que j'aimais vraiment. J'avais une voiture rien d'extravagant, mais elle démarrait à chaque fois et avait une sono qui rendait les longs trajets agréables. Et j'avais des économies. Pas des millions, mais assez. Assez pour dormir tranquille. Assez pour ne pas vérifier l'étiquette de prix à chaque course. L'entreprise que Quentin et moi avions montée avait grandi. Ce qui avait commencé comme 2 gars galérant sur des montages dans des cafés et des caves était devenu une vraie affaire. On a ouvert une 2e agence à l'est de la ville, puis une autre dans la région voisine. On a embauché des gens. On les a formés. On s'est fait un nom. Notre boulot était propre, rapide, fiable. Le mot circulait. Les gens nous respectaient. Et pour la première fois depuis longtemps, je me respectais moi-même. J'ai commencé à poster à ce sujet. Au début, c'était juste des nouvelles pour les amis, encore un projet bouclé, ou le bureau prend forme.
Mais avec le temps, c'est devenu plus que ça. J'ai commencé à partager des bouts de mon parcours. Pas le drame, pas le divorce ou la maladie, juste le chemin. Les moments durs. Les petites victoires. Les jours où je pouvais enfin soulever quelque chose sans douleur, ou monter une vidéo entière sans avoir besoin de pause. Je n'essayais pas d'être inspirant. J'essayais juste d'être honnête. Et ça, les gens aimaient. Mes posts ont commencé à être partagés. Des inconnus m'écrivaient, disant qu'ils avaient traversé des choses similaires, ou perdu quelqu'un, ou étaient malades, et que voir quelqu'un s'en sortir les aidait. Je n'essayais pas d'être un modèle. Je voulais juste être réel. Et c'est là que j'ai vu son nom. Dans les likes. Élodie Martin. C'était elle. Aucun doute. La même photo de profil qu'elle avait quand on était ensemble, sauf que maintenant, elle était seule dessus. Sur une plage au coucher du soleil, main dans les poches de sa veste, regardant au loin comme si elle réfléchissait à quelque chose de profond. Elle n'a rien dit. Juste liké quelques posts, discrètement. L'un était une photo de moi tenant les clés du nouveau bureau. Un autre, moi sur la terrasse avec Quentin et l'équipe, tenant des mugs de café, l'air de gars qui avaient construit quelque chose de leurs mains. Puis est venu le commentaire. Court et prudent. C'est tellement inspirant. Heureuse de voir que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas liké. Mais je l'ai vu. Et je savais ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, le premier message est arrivé. Juste un « Salut. Comment vas-tu » Sans point d'interrogation. Je l'ai fixé longtemps avant de fermer l'appli. Je n'ai pas répondu. Pas bloqué non plus. Quelques jours plus tard, un autre. J'ai pensé à toi. J'ai fait une erreur. Celui-là a fait un effet différent. Elle n'a pas dit quelle erreur. Pas donné de détails. Pas mentionné le mec à la voiture noire, ni le fait qu'elle m'avait laissé tomber en plein traitement. Juste ces mots, flottant là, comme un hameçon sans appât. J'ai pensé à répondre. Une partie de moi voulait demander pourquoi. Une autre voulait ignorer complètement. Au lieu de ça, j'ai laissé traîner. Je l'ai laissé là, non lu, pendant un moment. Bizarrement, ça ne faisait pas mal comme je m'y attendais. Ça ne m'a pas mis en colère. Ça n'a pas ramené la sensation de vide de l'ancien appart ou l'odeur des draps d'hôpital. Ça semblait juste, lointain. Comme regarder une rediffusion d'une série dont on connaît déjà la fin. J'étais différent maintenant. Plus fort, plus calme, plus affûté. Elle avait été une tempête. Mais j'avais reconstruit après l'inondation. Et maintenant, elle frappait à nouveau à la porte, doucement, espérant peut-être que la maison était encore à elle. Mais c'était moi qui avais les clés, maintenant. Le message est arrivé un mercredi soir. Ça te dirait qu'on se voit un jour ? Juste discuter ? Je l'ai lu en étant assis à mon bureau, sirotant un café noir qui avait refroidi depuis des heures. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé reposer, comme on laisse un poids s'installer avant de décider de le soulever. Une partie de moi voulait le supprimer. Une autre s'en fichait. Mais une autre encore a commencé à réfléchir. Quelques jours plus tard, j'ai répondu. D'accord. Choisis le lieu. Elle a répondu presque instantanément, comme si elle attendait. Elle a proposé un endroit en centre-ville. Un bar en rooftop chic. Carte des vins plus longue qu'un roman. Elle en parlait quand on était ensemble, disant qu'on irait un jour, quand on aurait les moyens. Maintenant, j'avais les moyens. Elle ne savait juste pas que je ne les dépenserais pas pour elle. J'avais une idée. J'ai appelé Camille, une amie de longue date. Magnifique, dans ce genre naturel qui ne force pas. Toujours gentille, intelligente, et assez vive pour deviner quand je mijotais quelque chose. Quand je lui ai expliqué le plan, elle a ri si fort qu'elle a failli lâcher son téléphone. « Tu veux que je joue ta femme ?» a-t-elle dit, encore hilar. « T'es sûr que tu veux pas juste lui balancer un formulaire fiscal à la figure ?» Non, j'ai répondu. Je veux juste qu'elle voie ce qu'elle a jeté. Qu'elle voie qui m'a vraiment soutenu même si c'est juste pour de faux. Camille n'a pas hésité. Ok. On va lui offrir un sacré spectacle. Le samedi est arrivé, ciel clair, brise chaude. Je suis passé chercher Camille dans ma camionnette astiquée à fond et elle est sortie, digne d'une star de cinéma.
Robe bleue longue, talons, cheveux relevés. Moi, j'avais mis un costume patapa accent grave-l'œil, mais classe. L'ensemble parfait. Le resto était au sommet d'un hôtel avec voiturier. J'ai donné les clés, et Camille a pris mon bras alors qu'on passait les grandes portes vitrées. L'hôtesse nous a regardés, a haussé un sourcil et nous a conduits à la table. Élodie était déjà là. Assise près de la fenêtre, un verre de vin à la main, dans une robe rouge que je reconnaissais d'une soirée d'il y a des années. Maquillage parfait. Rouge à lèvres impeccable. Cheveux bouclés juste comme il faut. Elle se donnait du mal. Puis elle nous a vus. Je n'oublierai jamais son visage. Sa bouche souriait, mais ses yeux ne savaient pas quoi faire. Il passait de moi à Camille, puis revenait. Thomas, a-t-elle dit, se levant à moitié. Élodie, j'ai répondu. Voici ma femme, Camille. Camille a tendu la main avec un sourire chaleureux, maîtrisé. Salut, Élodie. J'ai entendu quelques trucs. On s'est assis tous les trois. Le serveur est venu, a versé de l'eau, pris les commandes. Élodie ne parlait pas beaucoup au début. Elle faisait juste tourner son vin avec un sourire crispé. Je sentais la tension qui émanait d'elle, comme la chaleur d'un trottoir en plein été. Elle a tenté une conversation banale. Comment va l'entreprise, a-t-elle demandé. Bien, j'ai dit. Avec Quentin, on a ouvert 2 nouvelles agences l'an dernier. Camille m'a énormément soutenu là-dedans. Camille a hoché la tête. Nuit longue, matin tôt. Mais on s'en est sorti. Le verre de vin d'Élodie était encore presque plein devant elle, avec juste une trace de rouge à lèvres sur le bord. Elle touchait le pied du verre, le faisait tourner lentement, comme si elle cherchait les bons mots au fond. Camille s'est légèrement penchée vers moi, juste assez pour que ça semble naturel, comme si on était fait l'un pour l'autre. Elle n'en faisait pas trop, pas besoin. Elle me souriait avec cette assurance détendue qui disait « On est bien, là ». Élodie, elle, semblait être entrée dans une mauvaise version de sa propre histoire. Elle a essayé plusieurs fois de commencer une phrase. Je voyais ça monter en elle, ses lèvres s'entr'ouvrir comme pour parler mais rien ne venait. Juste un souffle léger et un regard vers son assiette, ou vers les lumières de la ville. Ses yeux disaient plus que n'importe quel mot. Le regret ne crie pas toujours. Parfois, il reste juste là, poli et silencieux, habillé d'une robe rouge avec un maquillage parfait, se demandant comment tout a pu lui échapper. Elle avait l'air fatiguée. Le serveur est revenu avec l'addition, la posant doucement au centre de la table. Je l'ai ouverte, sans même sourciller devant le montant. Calmement, je l'ai regardé, puis j'ai sorti l'argent. Je l'ai posé sur la table. C'était subtil, mais j'ai vu. Elle a jeté un œil à l'addition, puis à moi, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Le serveur a hoché la tête, pris l'addition et est parti. Élodie a réessayé. Sa voix a tremblé un peu. Tu n'as pas à. Je l'ai coupé doucement, un pas durement, juste assez pour garder le contrôle du moment. C'est bon, j'ai dit, finissant mon verre d'eau. T'as eu une longue soirée. Elle a ouvert la bouche encore, puis l'a refermée. Croisé les mains sur ses genoux. Je crois qu'une partie d'elle pensait encore qu'il y avait un moyen de remonter le temps. Que si elle trouvait les bons mots, la phrase magique, les dernières années pourraient être effacées. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Pas vers cet ancien appart. Pas vers ces nuits silencieuses à l'attendre. Le serveur est revenu avec le carnet. J'ai signé, ajouté un pourboire et me suis levé. Camille s'est levée avec moi, calme et gracieuse. Elle a glissé son bras dans le mien, comme si on partait vers un endroit meilleur. J'ai regardé Élodie une dernière fois. Elle était immobile, dos droit, mains posées de chaque côté de son verre de vin. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant un instant, tout s'est tu autour de nous. La musique. Les conversations. Le vent. Tout s'est arrêté. Je me suis penché légèrement, voix basse mais claire. Je n'ai pas payé ton vin, j'ai dit. Je ne voudrais pas t'offenser. T'es devenu quelqu'un de réussi, et je ne suis encore que le mec d'en bas. Puis j'ai souri. Pas un sourire cruel. Pas même arrogant. Juste le genre de sourire qu'on fait quand on est enfin en paix, quand le poids est parti et que le chapitre est clos. Camille et moi sommes partis vers la sortie. Je ne me suis pas retourné. Pas besoin. Je savais ce que je laissais derrière.
Et je savais ce qu'elle avait devant elle, une table pour 3, un verre de vin intact, et l'écho de quelque chose de vrai qu'elle avait laissé filer quand ça avait cessé d'être facile. Il n'y avait pas de grande scène, pas de cris, pas de drame. Juste une fin discrète à une histoire qui était la sienne autrefois. Elle restait seule, son verre de vin devant elle, noyée dans le silence de ce qu'elle avait abandonné. Et moi, je marchais dans la nuit avec tout ce dont j'avais besoin, ma santé, ma fierté, et une vie bâtie de toutes pièces. Partagez votre opinion dans les commentaires. À votre avis, ces personnes regrettent-elles vraiment leur choix ou regrettent-elles simplement les conséquences? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.